Bonjour Nicolas Tenzer, Bonjour Lucie Gilson. vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, auteur de Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Alors, le 28 novembre dernier, le gouvernement géorgien a annoncé le report de l'adhésion à l'Union européenne jusqu'en 2028, ce qui a déclenché une vague de manifestations massives dans le pays. Alors, ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation en Géorgie et les enjeux de cette manifestation? Alors, déjà depuis un certain temps, le gouvernement du rêve géorgien, que en Géorgie on a coutume d'appeler le cauchemar russe, essaye de renforcer son emprise sur la société pour lui faire suivre une voie qui est une voie vraiment totalement de soumission à la Russie, beaucoup plus qu'une voie d'adhésion à l'Union européenne et évidemment à l'Alliance atlantique. Cette voie, elle était évidemment connue de la plupart des observateurs avertis, notamment de la société civile et des personnalités politiques géorgiennes. En revanche, pour une partie du grand public, le rêve géorgien, de manière très dissimulée, hypocrite, avait tenu un discours formellement pro-européen, de discours qui n'avait plus aucun rapport avec la réalité. Et déjà, on voyait la répression depuis quelques années s'intensifier, était forte. Et puis est survenue cette élection d'octobre qui a été une élection totalement volée. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement quelques petites fraudes, mais c'était des fraudes totalement massives qui ont retourné complètement le résultat effectif. Le résultat effectif était celui d'une forte mise en minorité du parti au pouvoir, le Rêve géorgien, alors que les partis d'opposition pro-européens, eux, étaient forts. En revanche, les résultats qui ont été communiqués, qui ont été avalisés par une commission électorale qui est totalement soumise au pouvoir du rêve géorgien, montrait exactement le contraire. Mais là, donc, pour la première fois, le gouvernement de Kobakidze, le Premier ministre, a décidé clairement de reporter en quelque sorte cette adhésion à l'Union européenne. En quelque sorte, il a montré son vrai visage. Et tout ceci, en plus des élections évidemment volées, ont fait descendre une série de personnes, des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement à Tbilissi, comme pour la plupart des manifestations précédentes, mais également dans l'ensemble du pays, parce que Il y a 400 manifestants qui ont été arrêtés, la plupart pour désobéissance ou vandalisme, plus de 30 pour des délits tels qu'incitation à la violence. Est-ce qu'on doit y voir l'influence de la Russie? oui, absolument. Ce sont des méthodes qui sont totalement des méthodes russes, parce que évidemment, ce qu'on reproche aux manifestants est complètement faux. Alors, il y a un élément nouveau, d'ailleurs, qui est intéressant, c'est que la présidente Salomé Jourabichvili, que beaucoup avaient accusé par le passé de collusion avec le rêve géorgien, depuis déjà quelques années et encore plus depuis ces élections faussées, devient en quelque sorte l'égérie de la protestation. Elle a demandé que des élections nouvelles aient lieu. Elle dénonce les actions totalement frauduleuses de fait de la commission électorale et bien sûr du gouvernement. Elle dit qu'elle ne quittera pas son poste tant qu'il n'y aura pas eu des élections nouvelles qui ont été organisées, alors que bien sûr ce gouvernement actuellement en place veut que le nouveau président élu cette fois-ci non pas au suffrage universel direct, mais indirect par le Parlement le 27 décembre de cette année, évidemment, remplace la présidente élue. Donc, vous avez un élément explosif aujourd'hui, ce qui est fondamental. Et il y a d'ailleurs un parallèle intéressant à faire avec ce qui vient de se passer en Syrie. C'est vraiment le peuple géorgien qui veut se libérer de lui-même, de même que le peuple syrien. Bon, on peut être très prudent sur l'avenir, sur ce qu'il adviendra de la Syrie, bien sûr, mais le peuple syrien, toujours est-il, s'est vraiment libéré par lui-même, sans l'appui de gouvernements étrangers. Et aujourd'hui, l'Union européenne, elle se saisit bien de ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'elle réagit à ces incidents-là?
Alors, je trouve que l'Union européenne, dans son ensemble, réagit beaucoup trop mollement. Mais à part quelques pays, notamment les trois États baltes, l'Estonie, Lituanie et Lettonie, qui ont tout de suite pris des sanctions contre la plupart des responsables de la répression en Géorgie, et bien sûr l'oligarque qui de fait dirige le pays, Bidzina Ivanishvili, l'Union européenne, je trouve, est beaucoup trop en deçà de ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il faudrait vraiment suivre la voie d'ailleurs que les États-Unis ont montrée, c'est-à-dire sanctionner la plupart des Géorgiens, l'ensemble des parlementaires du rêve géorgien. Sanctionner également tous ceux qui sont responsables, que ce soit les autorités policières ou judiciaires de la répression en cours. Et il faut montrer un signal de grande force, surtout qu'on sait que Alors vous l'avez un peu mentionné également, on se souvient qu'une situation similaire s'était déroulée devant nos yeux en Ukraine, c'est-à-dire des manifestations pro-européennes massives qui avaient ensuite posé les bases de la situation actuelle, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée puis l'invasion russe. Est-ce que la Russie peut réagir de la même manière aujourd'hui avec la Géorgie? Alors, je pense d'abord que la Géorgie, je l'ai rappelé rapidement tout à l'heure, déjà est occupée à 20% de son territoire par les forces russes en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Donc déjà, vous avez cette emprise russe depuis 2008. Donc ça fait depuis 16 ans maintenant. Bien sûr, on peut imaginer que la Russie agisse de manière encore plus forte sur le reste de la Géorgie, mais on s'aperçoit, regardez ce qui s'est passé en Syrie, les Russes sont occupés ailleurs. Donc aujourd'hui, on voit que le peuple géorgien peut résister, mais c'est vrai qu'il aurait besoin vraiment d'un soutien, je crois, beaucoup plus fort de l'Union européenne. Si je comprends bien, sur le plan géopolitique, c'est un signe supplémentaire de l'affaiblissement de la Russie qui a été mis en exergue par la chute du régime syrien en l'espace. Oui, absolument. C'est-à-dire que tout simplement, les peuples ne veulent pas de la domination russe. Ni l'Ukraine, ni la Syrie, ni le Bélarus, ni la Géorgie. Ça, je pense que c'est la réalité et je pense que le gouvernement géorgien, et quand je dis le gouvernement géorgien, j'allais dire le gouvernement russe quasiment, ou le gouvernement pro-russe, parce que le gouvernement géorgien obéit en quelque sorte aux directives de Moscou, n'imaginez pas une protestation aussi massive dans le pays. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que vous avez un très grand nombre de hauts fonctionnaires, notamment plusieurs ambassadeurs qui étaient en poste, des autorités du ministère de l'Intérieur, des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, du ministère de la Justice et d'autres ministères qui ont décidé de quitter leurs fonctions. Hmm. Donc, comment est-ce que de toute manière, ce fameux rêve géorgien pourrait gouverner le pays? Donc, je pense que c'est une épreuve de force. On ne peut pas accepter qu'il y ait un pays qui est quand même un pays officiellement candidat Hmm. à l'intégration de l'Union européenne, puisque le Conseil européen de décembre 2023 en a décidé ainsi. Voilà, se laisse complètement laminer par un ennemi absolu, total de l'Europe, un ennemi criminel aussi, hein. Vous savez, sur le plan des armes conventionnelles, je dirais les puissances de l'OTAN, la puissance de l'OTAN est nettement supérieure à la puissance de la Russie. Je veux dire, nous pourrions parfaitement défaire sur le plan conventionnel, il ne s'agit pas d'autre chose, la Russie en quelques jours. Je veux dire, on a vraiment ce danger majeur. Et si demain vous avez une sorte d'accord de cessez-le-feu, une sorte de fin de la guerre en Ukraine, ça ne veut pas tout dire pour autant que nous ayons la paix et que nous ayons une paix durable. Donc nous devons nous réarmer de manière massive. Je pense que l'ensemble des pays européens devraient vraiment passer le plus vite possible à 4% du PIB consacré à la défense, ce qui va demander des sacrifices, ce qui va demander un effort, ce qu'il va falloir expliquer d'ailleurs aussi aux opinions publiques européennes, hein, notamment d'ailleurs des pays de l'Europe occidentale, la Belgique bien sûr, mais bien sûr la France, l'Allemagne, etc. Que voilà, que nous ne devons absolument aller jusqu'au bout, qu'on a un danger mortel à nos portes. Eh bien, Nicolas Tenzer, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, auteur de Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous.